Bien, bonjour à tous. Nous allons procéder à la remise des prix SFPO. Et donc, j'appelle Alain Astier, qui est en conversation, notre vice-président de la SFPO, à participer à cette remise des prix en ma compagnie. Voilà. Donc, nous avons 14 prix à remettre. C'est pour un moment. 14 prix. Il y a le prix AstraZeneca, ensuite les prix Chugai SFPO, ensuite il y a le prix Académie nationale de pharmacie, les bourses, nous en avons 2, et puis enfin il y a les prix du congrès, donc 3 communications orales et puis 5 communications affichées. Donc on va commencer par le prix AstraZeneca, et donc je vais appeler un certain nombre de personnes sur l'estrade, en particulier Florence Lobreau, qui est là, François Lemar. Voilà, François, merci de venir. Et puis je vais appeler également le conseil scientifique. Et donc Claude Bertrand, alors je ne sais pas si Claude il est par ici, je suppose. Ensuite il y a Jean-Eudes Maury, il y a Régine Chevrier, Isabelle Madeleine et moi-même, donc moi j'y suis, c'est sûr. Voilà. Eh bien, il y a du désistement parmi les membres du jury. Ah, Jean-Eudes est là, voilà. Claude était là il y a peu de temps. Donc, il s'agit d'offrir un prix, une bourse d'un montant de 6 000 €. Alors, je vous rappelle l'objet. Travaux originaux portant sur l'un des aspects de l'activité pharmaceutique en oncologie, tels que pharmacotechnie, lien ville-hôpital, observance, consultation pharmaceutique, études de stabilité, développement des préparations, etc., etc. Donc c'était un sujet qui était assez large. Donc on a reçu un peu moins d'une dizaine de dossiers, ce qui est pas mal par rapport aux années passées. Et donc je vais donner la parole dans un premier temps à Florence Lobreau, qui va nous dire quelques mots sur cette collaboration AstraZeneca-SFPO. Et puis ensuite on écoutera le gagnant précédent, la gagnante précédente, qui était Barbara Lortal, et qui va nous faire un point. Donc c'est elle qui avait reçu le prix il y a 2 ans, et elle va nous faire un point sur l'état d'avancement de ses travaux, ce qu'elle a fait un peu de cet argent. Et puis ensuite on recevra celle qui a reçu le prix cette année. Voilà. Donc Barbara est par là, je suppose. Elle est là, Barbara. Donc tiens-toi prête, Barbara. Mais d'abord, Florence, si tu veux nous dire quelques mots. Oui, alors je voulais vous dire quelques mots. C'est-à-dire qu'on a été très très heureux cette année de voir le nombre de projets qui étaient tous extrêmement intéressants. On a eu beaucoup de mal pour les départager, parce qu'en termes de qualité, je pense qu'ils étaient vraiment quasiment équivalents. Donc on s'est focalisé en fait sur celui qui répondait le mieux dans le cadre de l'appel à projet qu'on avait défini. Et j'ai été d'autant plus heureuse de voir toutes les propositions que je vous annonce de toute façon que ça sera pérennisé pour les prochaines SFPO. Tu veux que j'appelle Claude ? Ah non, d'abord on va écouter Barbara. Alors voilà. Donc tu peux appeler Barbara. Donc alors voilà, j'appelle Barbara qui va vous faire un compte-rendu de ce qui s'est passé depuis il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Oui, le temps passe très vite, donc bonjour tout le monde. Je fais comment pour passer mes petits diapos ? Alors, il faut que tu cliques sur ton nom, là, Barbara, voilà. Ici. Voilà, et normalement, ça vient tout seul. Donc, Barbara, c'est pas mon nom. Madame Lortal à l'hôpital, s'il vous plaît. Donc, oui, docteur Lortal, oui. Et docteur Lortal, Canguilhem, pour faire plaisir à mon mari. Voilà, je ne l'oublie pas. Donc effectivement, j'ai eu la chance de gagner la bourse SFPO en 2017, et c'est le travail vraiment d'une équipe entière qui est l'équipe des essais cliniques avec qui je travaille. Donc on a 2 postes de préparateur temps plein, un poste d'interne, et là on va avoir un poste d'assistant à la rentrée. Peut-être que vous avez postulé chez nous, je regrette si on ne vous a pas pris, mais on a eu beaucoup de candidatures. Donc ça c'est pour vous montrer, en fait on a mis en place une conciliation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, entre l'inclusion du patient, on voit le patient, on a un entretien avec lui, on fait vraiment tout un BOM sur tous les traitements qui sont pris et tous les traitements parallèles aussi, parce que je pense qu'on n'imagine pas la multitude de médicaments que prennent les patients, et notamment beaucoup de plantes. On a bien vu au cours de tous les ateliers, donc ça ne peut que confirmer ce que l'on a vu.
Et donc il était important, notamment on est gros centre de phase 1, et là je peux vous dire que les médicaments souvent c'est des first in man, donc on a des pages et des listes entières de médicaments interdits. Donc voilà, on a commencé l'activité en 2015, on a bien travaillé d'un coup, et puis après on a eu un petit coup de faiblesse, mais on a changé de direction, donc je vous passe les détails. C'était peut-être plus le cœur de notre activité à ce moment-là, mais en tout cas depuis 2019, on voit bien que ça augmente encore plus belle. Voilà, donc effectivement on a eu 38 essais de phase 1 concernés, on a vu 275 patients sur ces 2 années, donc on a découvert des traitements de 0 à 16, alors autant vous dire que 16 c'était la patiente comme dans les films quoi, et alors vous vous soignez, oui, chez Dame Nature. Dame Nature, oui c'est ma pharmacie. Donc effectivement Dame Nature n'est pas une pharmacie, je vous rassure, mais pour elle c'était sa pharmacie toujours. Donc effectivement, on a découvert par rapport à la consultation médicale de 0 à 10 médicaments, et dont 18 médicaments étaient interdits, 18%. Donc 18% des patients avaient un médicament interdit, ce qui fait quasiment un patient sur 5. Et la moitié ont été découverts grâce à l'action de la pharmacie et de la CTM. Donc on a aussi des traitements à surveiller parce que tous ne sont pas interdits. Donc là, c'est un peu moins parce que c'est un peu l'ayatollah. Les phasans, c'est interdit, autorisé. Donc soit vous avez droit, soit pas droit. Et de temps en temps, l'homéopathie nous le met à surveiller. On pensera ce qu'ils veulent, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est 13% des patients. Et simplement, on s'aperçoit aussi qu'il y a seulement 11% des patients qui ne prennent rien. Donc c'est quand même pas énormément. Ils sont tous quelque part médiqués. Donc ça, c'est des brefs chiffres vite fait. Donc dans le dossier médical, la consultation médicale, généralement, on retrouvait une moyenne de 3,7 médicaments. Réellement pris, on était à 5,8, donc la conciliation mettait en avance qu'il y avait quasiment 2 traitements de plus pris. Voilà, donc à surveiller, on en avait 0,3, mais bon là c'est effectivement dans la multitude, tout est noyé. Et interdit, on était à 0,5 médicaments par patient. Et de découvert 0,3. Bon, les arrondis font que ça tombe. Donc effectivement, cette pratique a éveillé a éveillé la curiosité de l'HAS qui nous a demandé de participer avec elle sur le guide HAS de la conciliation en cancérologie. Donc on a une partie exprès sur les essais cliniques. On a réussi à les coter en surcoût pharmaceutique. De nombreux laboratoires reconnaissent cette activité comme sécurisante pour le patient et sont tout à fait open pour les payer. Et voilà, donc nous, ça nous fait quand même une très belle base de données. À ce jour, on a à peu près 450 patients sur plusieurs années. Dans le futur, alors là, c'est un peu le cadeau de Noël, j'ai vu une start-up, l'intelligence artificielle, j'adore, qui va essayer de compiler avec nous, parce que tout ce qui était fait à la main pour vraiment regarder les médicaments interdits, les interactions et tout, apparemment, ils sont en train de me dire qu'en un clic, tout va être possible. Donc si ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, je viens de vous en parler rapidement. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on va pouvoir le généraliser à tous les patients parce qu'effectivement, on a aussi des phases 3 et de nombreux médicaments par os, donc quand même beaucoup d'interactions et l'intérêt sera important. On a toujours cette envie de développer par la ville, mais là on est quand même assez bloqué parce que les acteurs de la ville ne sont pas toujours reconnus comme des acteurs dans les essais cliniques. Et voilà. Donc je remercie mon équipe sans qui rien ne serait possible. Pour la petite histoire, nous aussi on a introduit les entretiens et certains préparateurs formés au conseil patient sont aussi là pour récolter les informations utiles. Je vous remercie. Merci beaucoup Barbara Lortal alors. Hein Lortal. Donc on va accueillir celle qui a reçu le prix cette année, la bourse cette année, c'est Chloé Herledan. Bravo. Alors, qui va nous présenter son travail en quelques minutes. Voilà. Bonjour à tous et merci à la SFPO et à AstraZeneca de me permettre de vous présenter aujourd'hui ce projet que je développe aux Hospices civils de Lyon dans le service du professeur Catherine Rioufol, un projet qui porte sur le développement d'un parcours de soins pharmaceutiques destiné aux patients âgés atteints de cancer. Pourquoi cette population en particulier ? Eh bien, on sait que c'est une population de plus en plus importante avec une majorité de diagnostics de cancer faits chez les patients âgés et aussi des patients atteints de cancer qui vivent de plus en plus vieux avec les progrès thérapeutiques. C'est des patients
qui impliquent de nombreuses difficultés dans leur prise en charge, des difficultés d'ordre à la fois médical, donc avec des fragilités liées au vieillissement, bien sûr, des multiples comorbidités, également des problématiques d'ordre médico-social, avec une perte progressive d'autonomie, un maintien à domicile qui peut être parfois difficile, des patients qui peuvent être isolés. Tous ces éléments qui complexifient énormément la prise en charge. Et cette prise en charge, elle doit s'organiser absolument de manière pluridisciplinaire. Et le pharmacien y a toute sa place, puisque c'est des patients qui présentent de nombreux facteurs de risque iatrogènes médicamenteux en lien avec le vieillissement, la polymédication, les multiples prescripteurs. Donc les soins pharmaceutiques prennent toute leur place dans le parcours de ces patients. Donc l'objectif de ce travail, c'est de mettre en place un parcours de soins pharmaceutiques destiné à des patients atteints de cancer de plus de 75 ans, hospitalisés en gériatrie ou en cancérologie, avec des soins pharmaceutiques qui seraient concentrés sur les points de transition du parcours de soins, parce qu'on sait que c'est des étapes particulièrement à risque, donc l'entrée et la sortie d'hospitalisation, avec des soins répétés à 3 mois en cas d'hospitalisation itérative et dans l'intervalle un maintien du suivi pharmaceutique, bien sûr, par l'analyse de prescription. Donc concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, à l'entrée du patient, on procède à la conciliation médicamenteuse d'entrée que vous connaissez bien, associée à l'analyse pharmaceutique, bien sûr avec les outils spécifiques de gériatrie, donc notamment les critères stop-start. On va surtout procéder à un entretien pharmaceutique avec le patient qui va nous servir de support pour réaliser notre bilan médicamenteux et puis aussi nous permettre d'évaluer la connaissance qu'il a de ses traitements, la façon dont il gère ses médicaments seul à domicile. Et on va essayer d'évaluer sa capacité de prise de certaines formes médicamenteuses un peu compliquées en lui faisant directement manipuler, c'est-à-dire qu'on va tester s'il est capable d'ouvrir un flacon sécurisé, d'ouvrir un sachet d'antigrégant plaquettaire et puis de le mettre dans le verre sans en verser la moitié à côté, de compter des gouttes avec précision pour savoir si son anxiolytique buvable, il en prend bien 5 gouttes et pas 10 ou 15. Donc tous ces éléments qui nous serviront après à faire des propositions d'optimisation thérapeutique auprès des médecins dans le but d'optimiser la prise en soin de ces patients. Ensuite, à la sortie, on réalisera cette fois la conciliation médicamenteuse de sortie avec un relais d'information vers les professionnels de ville, notamment le pharmacien de ville et le médecin traitant. Au cours de l'entretien pharmaceutique, cette fois de sortie, on remettra au patient un plan de prise personnalisé avec tous ses traitements et ce sera l'occasion de redétailler avec lui les différentes indications, les modalités de prise de ces médicaments. Et puis, on va se focaliser surtout, notamment dans les premières cures de chimiothérapie, sur la façon de gérer les traitements de support, donc prescrits pour prévenir et gérer les effets indésirables de la chimiothérapie. Ces traitements qui peuvent être parfois très nombreux. Des fois, on a des patients qui sortent après leur première cure de chimio avec une ordonnance de 10 nouveaux médicaments. Donc, redétailler avec eux les modalités de prise et les faire directement manipuler ces médicaments aussi pour vérifier s'il n'y a pas des difficultés à les utiliser et ça nous permettra à nouveau de faire des adaptations si nécessaire juste avant la sortie du patient. Donc ce parcours il sera évalué sous la forme d'une évaluation médico-économique prospective de type coût-avantage, on appelle ça aussi coût-bénéfice, donc qui mettra en balance d'un côté les coûts évités par les événements iatrogènes évités grâce au parcours et de l'autre côté les coûts de réalisation du parcours, donc essentiellement représentés par le temps pharmacien. Donc le financement SFPO et AstraZeneca nous permettra d'acheter du matériel pour réaliser les soins pharmaceutiques directement dans le service et puis de financer du temps ARC, donc d'attachés de recherche clinique pour nous aider dans la construction d'une base de données pour l'étude et de nous aider dans le recueil optimal de ces données. Donc afin d'évaluer ce parcours qui permettra, on l'espère, d'optimiser la prise en soin de ces patients âgés atteints de cancer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci à la SFPO AstraZeneca. Alors, on a prévu des... Impressionnant, hein? Ah oui. On va faire une photo, allez, on se dépousse autour de... Voilà. Isabelle, viens.
venir en avion parce que c'est difficile à passer. Tout le monde va savoir que le virtuel et puis il y a le réel. celui-là qui pourra pas l'encaisser. Alors le trésorier Jean-François qui va te donner. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà pour le prix AstraZeneca. Donc voyons maintenant le prix Chugai SFPO. Donc pour cela, j'appelle Nicolas Fabre, j'appelle Anaïs, qui est la représentante des internes en pharmacie de France. Anaïs, la voilà, parfait. Et donc c'est un montant total de 3 000 € avec 3 prix, un prix de 1 500 €, 1 000 € et 500 €. Et c'est la récompense des meilleures thèses des internes en pharmacie dans le domaine de la cancérologie sur ces dernières années. Sur les 2 dernières années à peu près ? C'est ça. Voilà, sur les 2 dernières années, entre 2 éditions du congrès de la SFPO. Et donc, on a un conseil scientifique, heureusement, parce que c'est un travail très, très important. On a reçu pratiquement une 50aine de thèses. Combien exactement, Nicolas ? 45 thèses. 45 thèses. Alors, on s'est réparti le travail, évidemment. Donc, c'est un travail très important. Et donc, dans le jury, il y avait Pierre-Yves Grosse, de Grasse. Voilà. Il y avait Jean-François Tournamille. Il y avait Françoise de Crozal. Il y avait Jean-Louis Cazin et enfin moi-même. Donc, 40, combien tu as dit ? 40 synthèses reçues, donc un travail important des internes en pharmacie dans le domaine de l'oncologie. Et donc, on a les résultats. On avait comme objectif de retenir les 3 thèses qui nous ont semblé les plus intéressantes. Et on va commencer par accueillir Maude Kremer, qui va nous parler, donc, qui aura le 3e prix. Marie Kremer, qui aura le 3e prix, et donc elle va nous expliquer en quelques minutes en quoi a consisté son travail de thèse. Voilà. Bonjour à tous. Merci à la SFPO de me donner l'opportunité de présenter ces résultats. Donc, mon travail de thèse a porté sur l'expansion et la caractérisation des lymphocytes T infiltrant les métastases hépatiques des cancers colorectaux, avec l'implication en thérapie cellulaire adoptive et quels pouvaient être les impacts sur le pronostic des patients. Donc, en France, en 2018, l'incidence du cancer colorectal était d'environ 47 000 nouveaux cas. Ça reste à l'heure actuelle la 2e cause de décès par cancer dans notre pays et la survie nette à 5 ans standardisée sur l'âge des cancers colorectaux métastatiques était de 12%. Ce qui fait qu'il est nécessaire d'identifier des nouveaux biomarqueurs prédictifs de survie et également de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques dans ce type de cancer. Schématiquement, il existe 2 types de... on va distinguer les cancers colorectaux MSS, donc avec un statut microsatellitaire stable, des cancers colorectaux MSI avec une instabilité microsatellitaire, sans parler de la classification CMS, bien sûr. Et l'immunothérapie a fait preuve de son efficacité dans les cancers colorectaux de type MSI. En témoignent les résultats qui ont été publiés en 2015 dans le New England par Lee et son équipe, où on voit bien ici qu'en monothérapie, l'immunothérapie semble fonctionner chez les MSI, contrairement aux MSS. Donc les MSS, ce sont les patients en rouge dans le diagramme en araignée et dans le waterfall plot. Or, les patients de type MSS, ce sont les patients les plus nombreux. De plus, l'équipe de Jérôme Gallon a mis en évidence depuis maintenant une quinzaine d'années l'importance majeure de la densité et de la qualité de l'infiltrat humain dans les tumeurs colorectales primitives. En témoignent les courbes de survie d'ailleurs, où, indépendamment du statut microsatellitaire, un infiltrat dense et riche en CD3 et en CD8 influe de manière positive sur la survie des patients. Et pour finir, chez les patients ayant un cancer colorectal de type MSS, il existe également des mutations spécifiques de type APC, TP53 et KRAS qui témoignent de l'existence de lymphocytes T qui sont spécifiques de ces tumeurs
et qui pourraient être utilisés justement pour aller détruire les cellules tumorales. Donc l'objectif de mes travaux était de démontrer la faisabilité de générer des TIL, donc des Tumor Infiltrating Lymphocytes, issus des métastases hépatiques des patients qui avaient un cancer colorectal métastatique de statut MSS, et d'identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs de survie. Donc, schématiquement, l'équipe de chirurgie digestive nous donnait des fragments de métastases hépatiques. Ces fragments étaient amenés au laboratoire où ils étaient dissociés mécaniquement, puis digérés avec un cocktail d'enzymes. Les cellules étaient filtrées et mises en culture pendant une durée de 3 à 5 semaines en présence de fortes doses d'interleukine 2. Au terme de cette phase d'activation des cellules, lorsque nous en avions suffisamment, nous les mettions en culture en présence de cellules nourricières qui sont les feeders, d'OKT3 et encore des fortes doses d'IL2 sur une durée de 14 jours. Ça s'appelait le protocole d'expansion rapide et c'était destiné à avoir un nombre de lymphocytes T suffisant et compatible pour une utilisation en clinique. Et au terme des 14 jours de REP, les cellules étaient congelées. Et nous réalisions de la cytométrie de flux à différentes étapes, donc à J0, au décours de l'activation des 3 à 5 semaines d'activation et après le protocole d'expansion rapide. Nous avons réussi à générer des TIL qui étaient, au décours du protocole d'expansion rapide, compatibles avec une potentielle utilisation clinique, et ce, de manière consécutive sur 22 patients sur 24. Et nous avons mis en évidence, donc juste pour remettre dans le contexte, donc, les lymphocytes TH1 sont des lymphocytes antitumoraux et les TH17 sont plutôt des lymphocytes protumoraux. Et l'analyse du phénotype de nos TIL en culture nous a mis en évidence qu'il y avait un lien pronostic négatif entre un taux élevé de lymphocytes TH17 et la survie des patients. Donc ces résultats nous ont permis d'acquérir un savoir-faire dans la culture et la génération de lymphocytes infiltrant les tumeurs qu'on va mettre en application dans un protocole qui s'appelle Volatile, qui combine chez des patients atteints d'un cancer HPV induit, l'UCPVAX, donc un vaccin anti-TERT avec de l'atezolizumab. Et donc les patients chez qui l'atezolizumab ne marche pas mais qui ont des réponses immunitaires spécifiques de TERT, on va tenter de générer au moins de générer des TIL dans un premier temps et pourquoi pas d'ici 2 à 3 ans le réinjecter. Et finalement, donc les TH17 étant de mauvais pronostics dans notre cohorte, pourquoi pas les cibler et d'autre part, pourquoi pas l'utiliser comme biomarqueur prédictif de survie, bien sûr à valider dans une plus grande cohorte et surtout en immunohistochimie, je pense, en ciblant le récepteur ROR-gamma qui est spécifique de ces TH17 et en recherchant ce récepteur et en recherchant le CCR6 également. Je vous remercie de votre attention et je remercie mon équipe de recherche à l'UMR 1098 et le CHU de Besançon et en particulier les professeurs Samuel Lima et Christophe Borg qui m'ont permis de réaliser tous ces travaux. Merci Marie. Alors, je précise, c'est une thèse d'exercice. Alors, tu vas t'installer là-bas et puis on va écouter la médaille d'argent et puis on fera une photo générale de tous. Donc là, maintenant, j'accueille Chloé Tallarmin. Voilà, Chloé Tallarmin qui va nous présenter son travail. Donc, il faut sortir de là. C'est là. Voilà. Bonjour à tous, donc, je vais vous présenter ma thèse d'exercice qui était une analyse de risque du circuit des médicaments de thérapie innovante, les CAR-T-cells, réalisée à l'hôpital Saint-Louis à Paris, où j'étais interne dans l'unité de thérapie cellulaire et en partenariat avec la pharmacie de Saint-Louis. Donc vite fait une introduction. Les CAR-T-cells sont des lymphocytes de patients ou de donneurs sains sur lequel on va insérer un CAR pour chimeric antigen receptor à sa surface qui vont cibler des antigènes tumoraux afin de détruire les cellules cancéreuses. Donc actuellement, il y a 2 médicaments qui ont obtenu l'AMM dans 2 indications, la leucémie aiguë lymphoblastique et le lymphome. L'efficacité de ces traitements est prouvée, mais de nombreux effets indésirables existent, comme le syndrome de relargage cytokinique. Donc le contexte, c'est qu'on est face à des médicaments complexes, avec un faible recul d'utilisation en France, des coûts très élevés et également un circuit chronophage et pluridisciplinaire. Donc l'objectif, c'était de mettre en place une analyse de risque donc, de ce circuit, au début dans le cadre des essais cliniques, puis lors de l'obtention de l'AMM à l'hôpital Saint-Louis.
Et cela s'inscrivait dans notre laboratoire dans la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des produits. Donc la méthode utilisée, pour commencer, on a constitué un groupe de travail pluridisciplinaire avec les pharmaciens de la thérapie cellulaire, de la pharmacie, ainsi que nos techniciens de laboratoire et également des ingénieurs qualité. Donc on a essayé d'élaborer un circuit en faisant une cartographie des processus, donc c'est une technique de qualité qui permet en fait d'avoir une vue globale de l'ensemble de notre circuit, de notre processus, et de définir les étapes et les rôles de chacun sur ce circuit. Donc après, une fois qu'on a établi le circuit, on a fait une analyse de risque du circuit en utilisant la technique AMDEC pour analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Donc ça se déroule en 3 étapes: la description des étapes processus, l'identification des risques et des défaillances et de les causes, et également l'évaluation de la criticité des défaillances, afin d'établir un score de criticité pour hiérarchiser nos risques et en fonction de la gravité des risques, de mettre en place des plans d'action préventifs ou correctifs pour les réduire. Donc, comme vous avez vu hier un peu le circuit, donc nous on s'est focalisé sur 7 étapes. Les 4 premières correspondent à un produit de thérapie cellulaire. Donc on était confrontés, nous, à une différence de statut sur ce circuit. Donc au début, on a un produit de thérapie cellulaire, donc c'est la réception de ces cellules qui vient du service d'aphérèse. Toutes des étapes de contrôle qualité, de congélation et de stockage. Et ensuite l'envoi de ces cellules au laboratoire pharmaceutique, qui va ensuite réaliser des modifications substantielles et des manipulations de thérapie génique, afin que le produit revienne avec un statut de médicament de thérapie innovante à la pharmacie, donc sous la responsabilité des pharmaciens de la PUI. Sauf que ces étapes se sont déroulées dans les locaux de l'unité de thérapie cellulaire pour des raisons pratiques. Donc ça a constitué, c'était en gros la réception, le stockage, suivi de la décongélation et la libération du médicament. Donc rapidement, en fait, donc on a identifié beaucoup de risques plus ou moins graves. Et à l'aide de l'analyse de risque, on a réussi à les réduire de façon significative. Donc les actions correctives et préventives, je vais juste détailler les principales qu'on a mis en place. C'était d'abord une gestion documentaire avec des procédures, des modes opératoires de l'ensemble du circuit. Ensuite, des nouveaux supports de prescription pour les médecins, également des fiches d'aide à l'administration pour les infirmières, les pharmaciens, et l'établissement du partenariat entre la pharmacie et l'unité de thérapie cellulaire. Ensuite, il y a eu toute une partie de formation des techniciens de laboratoire à la congélation, au contrôle qualité de ces nouveaux produits, et également l'évaluation de toutes nos formations. Ensuite, donc ça c'était ce qui était encore à finir, qui s'est fini au cours de l'année, c'était de former les pharmaciens aux risques liés à l'azote liquide, donc tout ce qui est risque anoxie. Et en plus de ça, avec l'ingénieur qualité, on a élaboré un logiciel informatique qui est pas encore totalement fini, qui va reprendre l'ensemble du circuit afin de... Donc je vais juste montrer l'interface rapidement. L'interface en fait, du logiciel va nous permettre de sécuriser l'ensemble du circuit pour permettre une très bonne traçabilité, limiter le risque d'erreur. Donc là, c'est juste l'interface du stockage de la cuve. On aura un déstockage et un stockage informatisé. Après, par exemple, juste pour la décongélation, il y a eu également la formation des pharmaciens à utiliser le bain-marie et la mise en place de contrôles de température et également la mise en place de tests pour tester microbiologiquement et aussi les risques fongiques sur le bain-marie. Et donc pour conclure, l'analyse de risque nous a permis de réduire la fréquence, d'augmenter la détectabilité et de minimiser l'impact des risques mis en évidence, une meilleure gestion et une amélioration de notre circuit en augmentant la sécurité d'utilisation, de répondre aussi à toutes les exigences réglementaires. Et aussi, cette analyse va permettre d'être transposée à d'autres essais cliniques ou la mise en place de nouveaux carticelles qui arriveront prochainement sur le marché. Donc, merci pour votre attention. Merci à tous les membres de la PUI, les cliniciens et également de la thérapie cellulaire. Et merci au jury de m'avoir sélectionné. Ouais. Bravo Chloé, tu peux t'installer là-bas si tu veux. Et puis enfin, médaille d'or, c'est Vincent. Alors Vincent Leclerc. Vincent Leclerc, next, je suppose. Ah, c'était tout en haut. Alors on revient. Ah oui, voilà.
Bonjour à tous. Je voulais remercier tout d'abord le jury de la SFPO pour ce prix de thèse, le laboratoire Chugai et puis la FNSIP BM pour la remise du prix. Donc, je vous présente mon travail de thèse que j'ai effectué sous la direction de Michel Duché et Nathalie Blézac aux Hospices civils de Lyon et qui a été soutenu l'année dernière au mois de mai. Il porte sur la prédiction de la première concentration sanguine de cyclosporine en post-transplantation de cellules souches hématopoïétiques pédiatriques par un réseau bayésien. Alors, au niveau du contexte et de l'objectif de cette thèse, on sait qu'en transplantation de cellules souches hématopoïétiques, c'est un traitement pour les adultes et les enfants qui sont atteints d'hémopathie maligne, d'hémoglobinopathie sévère ou de déficits immunitaires congénitaux. L'immunosuppression nécessaire en post-greffe permet de limiter le risque et l'intensité de maladie du greffon contre l'hôte, aussi appelé GVHD. Et c'est la cyclosporine A qui est majoritairement utilisée à cet effet. Cependant, c'est un médicament qui est à marge thérapeutique étroite, avec un risque important de toxicité en cas de surdosage ou justement de survenue de GVH en cas de sous-dosage. Il y a de nombreux facteurs de variabilité inter- et intra-individuelle, surtout en pédiatrie, d'où l'intérêt d'un suivi thérapeutique et d'une modélisation pharmacocinétique avec adaptation de posologie. Concernant les réseaux bayésiens, ce sont des techniques innovantes, issues de l'intelligence artificielle et utilisées très récemment dans le champ de la santé. Il y a d'autres domaines comme l'aéronautique ou la finance qui les utilisent depuis un petit peu plus longtemps, mais ça commence à arriver en santé, et qui permettent de classifier et de prédire en fonction de données. Ce sont des modèles graphiques, donc très visuels, facilement interprétables, composés de nœuds représentant les variables aléatoires et de liens entre les nœuds qui représentent des influences entre les variables. Vous aurez un graphique tout à l'heure pour vous rendre compte. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des tables de probabilité conditionnelles qui sont basées sur le théorème de Bayes et sa généralisation. Donc l'objectif de notre travail a été de développer un outil d'aide à la décision pour les cliniciens pour prédire l'atteinte de l'intervalle thérapeutique des concentrations sanguines de cyclosporine en post-greffe de moelle pédiatrique immédiat. Alors comment avons-nous procédé ? Nous sommes partis d'un recueil de données monocentrique à l'Institut d'oncohématologie pédiatrique de Lyon. On avait 155 patients qui étaient traités entre 2008 et 2016 par greffe de moelle. Nous avons recueilli des données anthropométriques, cliniques, biologiques, et nous les avons discrétisées selon les données de la littérature. Nous avons ensuite testé 5 méthodes différentes de modélisation sur des données synthétiques de 1000 patients, et nous les avons comparées avec et sans valeur manquante pour voir leur robustesse face aux valeurs manquantes. Nous avons ensuite généré un réseau bayésien naïf augmenté sur notre cohorte de 149 patients qui répondaient aux critères d'inclusion. Et nous avons réalisé une étude de sensibilité sur le réseau bayésien final pour identifier l'apport d'informations des différentes covariables sur l'atteinte de la cible des concentrations sanguines de cyclosporine. Au niveau des résultats, par rapport aux différents modèles qui ont été testés, on voit que c'est le réseau bayésien naïf augmenté qui obtient les meilleures performances avec une R sous la courbe ROC à 0,89 après validation croisée et un petit peu moins de 19% de patients mal classés. Donc un réseau bayésien, ça ressemble à ça. Vous avez au centre la concentration résiduelle de cyclosporine dans l'intervalle thérapeutique ou en dehors de l'intervalle thérapeutique. Et autour, vous avez toutes les différentes covariables qui ont une influence sur la pharmacocinétique de la cyclosporine en post-greffe de moelle pédiatrique et qu'on a pu recueillir et identifier. Donc en discussion, dans notre population, le réseau bayésien a été la meilleure méthode pour pouvoir atteindre notre objectif de prédiction. Il s'agit du premier modèle qui inclut autant de variables en même temps par rapport au modèle pharmacocinétique classique qui souffrent vite d'une hyperparamétrisation et qui permet de prédire l'atteinte de l'intervalle thérapeutique de cyclosporine en post-greffe immédiat en fonction de nombreuses variables, comme je le disais, et notamment de la CRP. Il n'y a aucun modèle pharmacocinétique actuellement existant qui prenait en compte l'impact de la CRP sur les concentrations de cyclosporine. Alors ce modèle, il présente néanmoins quelques limites. Il faudrait le valider sur une cohorte externe pour pouvoir l'utiliser en routine. Il faudrait évaluer l'impact de son utilisation en clinique. Et malheureusement, il ne prédit que l'atteinte de l'intervalle thérapeutique pour la première concentration de cyclosporine. Quid de la suite du traitement des patients qui sont traités pendant au moins 3 à 6 mois en post-greffe.
Donc en conclusion et perspective, ce modèle a été publié dans Drugs in Research and Development. Il intègre de nombreuses covariables, ça je vous l'ai dit. Les capacités de classification et de prédiction sont intéressantes. Il y a une bonne robustesse du modèle vis-à-vis des valeurs manquantes. On voit par ce travail qu'il y a un vrai intérêt des méthodes d'intelligence artificielle. Je pense que c'est plus à prouver, c'est en train d'exploser en ce moment pour créer des outils de ciblage thérapeutique aux côtés des méthodes pharmacocinétiques traditionnelles, pour adapter au mieux les thérapeutiques des patients. Ça représente un espoir pour améliorer la prise en charge des patients pédiatriques greffés et je poursuis actuellement ce travail en thèse de sciences. Nous avons 2 nouveaux modèles qui sont en cours de publication. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous renvoie à la publication et je vous remercie à tous pour votre attention. Merci encore à la SFPO. Donc, merci Vincent. Donc, il s'agit d'un prix Chugai, SFPO et Académie, pas Académie, mais par contre Association nationale des internes en pharmacie. Et donc, je vais donner la parole à Nicolas Fabre qui va nous dire quelques mots. Et donc, qui est Nicolas Fabre des laboratoires Chugai. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Des mots très rapides pour vous dire qu'on en est à la 5e édition. Vous savez, au départ, quand on met les choses en place, on espère avoir un résultat régulier. Et là, ce qu'on cherchait à faire, c'était mettre en lumière des travaux scientifiques de très bonne qualité chez les jeunes pharmaciens. Après 5 éditions, on peut dire que l'objectif est atteint, il se renouvelle. Frédéric l'a dit, on avait encore pas mal de volume. Enfin, c'est vous qui l'affrontez, donc merci aussi aux membres du jury. Et puis, vous remercier aussi à vous dans la salle parce qu'on s'aperçoit que la connaissance de l'existence de ce prix qui offre du coup aux jeunes pharmaciens la possibilité de candidater. Elle se fait aussi beaucoup par les recommandations que vous leur faites d'y candidater, au-delà des moyens aussi qui sont mis en œuvre via la SFPO et la FNSIPB, où on stimule régulièrement les candidatures. Mais c'est vrai que ça passe aussi par beaucoup de relais au sein des PUI. Donc merci à tous et puis sûrement rendez-vous pour la prochaine édition. Et puis Anaïs Bernard, qui est représentante de l'association des internes en pharmacie. Donc, si tu peux nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Eh bien, pour un petit mot rapide, au nom de la FNSIPBM, du coup, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette remise de prix. Je tiens aussi à remercier du coup la SFPO et Chugai pour ce partenariat qui du coup dure depuis 10 ans finalement et qui permet de mettre en lumière le travail de nos jeunes pharmaciens, ce qui est très important. Donc voilà, et je suis encore à les féliciter pour ce travail. Vous avez aussi votre magnifique chèque. Alors ça c'est Marie. Voilà Marie. Marie. Chloé. Et puis on va Vincent. Si vous mettez tous les trois, on se met derrière. Allez. On voit que les chèques. Alors, prix suivant, il s'agit de bourses de recherche. Donc, il y en a 2. Donc, pour cela, j'appelle le professeur Alain Astier, qui est vice-président de la SFPO, mais aussi un membre éminent de l'Académie nationale de pharmacie. Et donc, je vais te donner la parole pour nous dire quelques mots. Oui, merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je parle à ce moment en tant que représentant de la présidente de l'Académie nationale de pharmacie, qui malheureusement n'a pu se joindre à nous et donc qui m'a demandé de la représenter. Alors je rappelle qu'il y a un partenariat qui date maintenant de fort longtemps, une bonne dizaine d'années, entre l'Académie nationale de pharmacie et la SFPO. Et donc il a été décidé de créer 2 bourses de recherche. Donc l'idée c'est de promouvoir une recherche et pas de donner un prix sur quelque chose d'accompli. Et donc, il y a actuellement donc 2 bourses SFPO Académie nationale de pharmacie,
une qui est de 6 000 € chacune, étant pour moitié, je dirais, subventionnée par un côté l'Académie et de l'autre côté la SFPO. Une est plus orientée, je dirais, sur des aspects un peu plus pratiques, très scientifiques, mais un peu plus pratiques, d'intérêt peut-être plus immédiat pour les pharmaciens hospitaliers que nous sommes, oncologues. Et puis une deuxième bourse qui s'appelle l'Académie nationale de pharmacie Elipzura, parce qu'Elipzura était un éminent collègue de l'Académie qui a légué à l'Académie une somme relativement importante pour, justement, un legs pour aider à la recherche dans le domaine de l'oncologie. Elipzura est un pharmacien d'officine. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé pour le développement de l'oncologie. Voilà, donc il y a deux bourses, et la bourse Elipzura est plus, je dirais, orientée, même s'il n'y a pas de règle absolue, sur des recherches un peu plus fondamentales. Donc cette année, nous avons eu beaucoup de dossiers, une quinzaine de dossiers, me semble-t-il, 15 dossiers, ce qui est beaucoup. Et donc on a eu un travail assez difficile, je dirais, de choix pour essayer de trouver des candidats. Donc les travaux étaient d'excellents, enfin les propositions de bourse étaient tous d'excellente qualité. Et donc, on a réussi maintenant à identifier deux lauréats pour ces deux bourses. Donc, peut-être, tu vas les annoncer. Alors, ben, je peux les annoncer. Hein. OK. Voilà, donc la première bourse, qui est la bourse un peu plus, je dirais, scientifique, entre guillemets, bien sûr, Elipzura a été attribuée à Clémence Demerle, qui je pense est la voilà, de Aix-Marseille, et qui va nous faire une petite présentation de l'objectif de son travail. Merci. J'ai fait une bêtise. Alors il faut faire un capella. Oui, parce que vous ne pourrez pas... On fait la deuxième. On va faire la deuxième parce que... Excusez-moi, on ne peut pas introduire directement, vous voyez, c'est pas possible, il faut passer par le centre. Donc comme ça, le temps de présenter, elle pourrait être mise sur le réseau général. Voilà, excusez-nous pour cela. Alors donc on va passer en attendant à la deuxième bourse, donc qui est la bourse Académie SFPO, donc qui a été attribuée cette année à Laetitia Federici de Paris, et donc qui va nous montrer son travail. Ici. Voilà, il faut cliquer dessus. Non. Ok. Bonjour à tous, donc messieurs les membres de l'Académie nationale de pharmacie et de la Société française de pharmacie oncologique, un très très grand merci. Nous sommes très heureux de recevoir cette récompense de votre part et nous sommes honorés de la confiance que vous nous témoignez en soutenant ce travail qui est réalisé donc à la faculté de pharmacie de Paris-Descartes au sein de l'équipe 3 de l'UMRS 1144, optimisation thérapeutique en neuropsychopharmacologie. Nous travaillons sur une optimisation pharmacocinétique, pharmacodynamique d'un agent cytotoxique à visée cérébrale. Nous réalisons une évaluation préclinique sur le modèle de gliome pédiatrique infiltrant du tronc cérébral, que l'on peut abréger par l'acronyme anglais DIPG, Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, qui est une tumeur cérébrale donc pédiatrique rare, absolument dévastatrice, puisque le pronostic est extrêmement sombre. Ce sont des enfants qui ne survivent pas plus d'une dizaine de mois après la pose du diagnostic. Cette tumeur affecte le tronc cérébral et plus précisément le pont. Et les difficultés sont d'une part le caractère infiltrant des cellules tumorales qui ne constituent pas de masse extractible à la chirurgie. Et d'autre part, la difficulté anatomique d'accessibilité au pont, qui est une structure profonde de l'encéphale. Donc, ce qui rend les modalités thérapeutiques extrêmement complexes. Le standard reste malheureusement la radiothérapie à visée palliative et toutes les tentatives de traitement locaux sont avérées ce jour sans succès. Alors fort heureusement, les centres de compétences se sont regroupés. Je pense notamment à l'hôpital Necker pour l'aspect neurochirurgie, avec la réalisation des premières biopsies stéréotaxiques qui a permis de récupérer du matériel et de réaliser des analyses génétiques
avec l'identification de mutations qui seront un jour, on l'espère, actionnables. L'Institut Gustave Roussy pour l'aspect chimiothérapie en essais cliniques et radiothérapie, et également l'hôpital Sainte-Anne pour l'aspect anatomopathologie. Donc ce que nous réalisons, nous, c'est une approche de chimiothérapie par voie systémique, de façon à exposer globalement le système nerveux central, mais avec en tête bien sûr la problématique majeure du passage des composés à travers la barrière hémato-encéphalique. Comme vous le savez, la plupart des anticancéreux sont largement efflués par les transporteurs de la superfamille des ATP binding cassettes, dont la PGP, BCRP, MRP. Et en effet, sur lignée cellulaire de patients atteints de DIPG, différents anticancéreux ont été screenés et il est avéré que même les composés les plus efficaces in vitro, avec des IC50 très faibles, de l'ordre du nanomolaire, présentent une pharmacocinétique péjorative in vivo. En effet, les concentrations tumorales sont 1000 fois moins importantes que les concentrations plasmatiques. Alors, notre stratégie est une stratégie de vectorisation par le biais de modèles pharmacophores cytotoxiques. Nous identifions les meilleurs groupements chimiques à ajouter à notre molécule d'anticancéreux de façon à la rendre furtive vis-à-vis des transporteurs des flux et de façon à promouvoir l'influx par des transporteurs spécifiques. Donc notre travail se décline en 3 étapes. Tout d'abord, élaborer cette stratégie de vectorisation par le biais de modèles informatiques, des approches in silico. Dès lors que nous avons identifié les meilleurs groupements à ajouter à notre cytotoxique, nous synthétisons ces composés conjugués que nous testons dès lors in vitro sur des modèles de lignées cellulaires issus de patients DIPG et des modèles d'endothélium cérébral humain. Nous évaluons sur une batterie de tests fonctionnels la cytotoxicité, les paramètres d'influx et d'efflux, bien sûr la stabilité métabolique des composés, notamment dans le plasma. Et les composés les plus efficaces in vitro seront testés sur notre modèle pathologique, donc de rats xénogreffés en orthotopique DIPG. Nous évaluerons la bonne distribution cérébrale de notre composé, donc les paramètres pharmacocinétiques de base, ainsi que bien sûr l'activité antitumorale de nos composés via des méthodes invasives et non invasives de suivi longitudinal de nos animaux par imagerie microtep. Et le prix que vous nous décernez va pouvoir contribuer à l'enveloppe budgétaire nécessaire à la réalisation de ce travail. Donc encore une fois, au nom de toute l'équipe, un très très grand merci. Merci pour ces 3 jours de congrès qui étaient très enrichissants. Et je vous dis à très bientôt pour les résultats. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. On espère que ce travail pourra aboutir de façon très positive. Alors, j'ai oublié de dire que la composition du jury, qui est un jury mixte académie SFPO, était constituée du professeur Gouillette, de Claude Monneret, qui d'habitude est toujours avec nous, mais qui a une petite opération pas très grave, mais qui l'a empêché de se déplacer, puisque c'était au pied. Donc il a du mal à marcher, moi-même et Frédéric Pinguet. Donc voilà le jury qui a été constitué pour l'attribution de ces bourses. Donc maintenant, peut-être que votre... Voilà. Donc la bourse Élif Zoura Académie est donc décernée à Clémence Demerle d'Aix-Marseille. Voilà, vous avez la parole. Désolée pour le petit couac tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup à la SFPO et l'Académie nationale de pharmacie pour ce prix et ce congrès. Je vais me présenter rapidement, mais après je vais plutôt me concentrer sur le projet. Je suis interne en dernière année et aujourd'hui je vais vous parler de mes travaux de recherche au Centre de lutte contre le cancer, enfin au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, sous la supervision de Daniel Olive. Donc, je suis très contente. Ce matin, je suis arrivée au milieu d'un talk sur l'environnement tumoral, donc je pense qu'on va passer très rapidement. Je voulais juste resituer tous les acteurs qui sont en jeu, en tout cas, dans le processus tumoral. Donc, il y a bien sûr tout le panel immunitaire avec les populations lymphoïdes et myéloïdes. Il y a aussi toute la partie stromale. Moi, je m'intéresse aussi aux fibroblastes associés au cancer. Et tous ces acteurs interagissent de manière multiple
soit par des médiateurs solubles, donc les chémokines, les cytokines, ou alors dans des contacts directs entre les cellules avec une interaction ligand-récepteur dont on va parler. Pas besoin non plus, je pense, de revenir sur PD-1. Tout le monde connaît cette cible qui a permis le développement de l'inhibiteur de checkpoint anti-PD-1. Moi, dans mon projet, je m'intéresse à BTLA, qui est un autre corécepteur inhibiteur à la surface des T et aussi des B, qui a des similarités avec le PD-1 ou CTLA4, mais son intérêt à lui, c'est qu'il serait associé vraiment à un état terminal d'exhaustion T. Par ailleurs, BTLA a un ligand qui s'appelle HVEM et l'expression de ce ligand présente un certain intérêt, notamment dans les cancers du poumon non à petites cellules qui n'expriment pas PDL1. Donc, ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, sur l'environnement tumoral, on en parlait ce matin, c'est qu'il y a des tumeurs qui sont immunogènes ou pas, et je travaille sur le cancer du poumon qui, entre guillemets, par chance, est très immunogène. Donc pour revenir au projet expérimental, il est en 2 parties. Une première qui sert vraiment à tester in vitro des anti-BTLA, des anti-HVEM comme nouvelle cible d'immunothérapie. Et une deuxième partie où on va s'intéresser toujours à ce couple, mais dans un environnement donc beaucoup plus large et en regardant aussi toutes les populations immunes et les fibroblastes. La première partie, donc sur les tests in vitro, l'idée est de reproduire une activation T, puis de venir jouer sur les signaux co-inhibiteurs qu'on voit ici. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on préactive les cellules à l'OKT3, et après on va venir mettre un anticorps anti-BTLA ou HVEM. Concrètement, on va incuber les cellules pendant 3 jours avec ces anticorps. En suivant leur prolifération, c'est ce qu'on fait avec un marqueur intracellulaire de prolifération, le cell-trace, et on va suivre aussi l'expression de marqueurs d'activation, de maturation et la synthèse de cytokines. Ces derniers temps, je me suis beaucoup occupée de mettre au point ce test, le valider, et maintenant on va pouvoir, entre guillemets, jouer avec en ajoutant des surnageants de dissociation de tumeurs ou bien en faisant des co-cultures directement avec des lignées tumorales. La deuxième partie est beaucoup plus large. On a la chance de travailler en collaboration avec le service de chirurgie oncothoracique de l'hôpital Nord, qui nous fournit des échantillons de patients atteints de cancer du poumon. Donc vous voyez, il nous donne des tumeurs, du tissu adjacent, donc c'est du tissu non envahi, il n'y a pas de cellules tumorales, et du sang périphérique. Ces prélèvements, ils sont techniqués pour récupérer donc, les lymphos, les myélos et les fibroblastes. Ensuite, on a fait le choix de traiter ces échantillons par cytométrie de masse. Donc, c'est un peu le même principe que la cytométrie de flux, mais on peut augmenter le nombre de marqueurs qu'on va regarder sur un même échantillon. On a fait ça parce que les biopsies, c'est des échantillons très précieux et on voulait tirer un maximum d'informations possibles de ces prélèvements. Et pour finir, qui dit grand jeu de données, dit algorithme, clustering et des outils bioinfo adaptés pour l'analyse des données. Ces derniers temps, on s'est surtout occupé de la mise au point du process des échantillons, la mise en place des panels de cytométrie qui n'est pas aisée. Et on a actuellement une dizaine d'échantillons sur lesquels on va pouvoir faire notre preuve de concept avant de passer à la phase de validation sur une cohorte plus grande. Voilà, je voulais surtout remercier l'équipe dans laquelle je travaille. Et ils ne sont pas là aujourd'hui, mais vraiment, c'est un travail en collaboration et je suis très contente de pouvoir vous présenter ce qu'on fait. Et c'est très encourageant pour la suite et le prix va bien sûr y contribuer. Merci beaucoup à la SFPO et à l'Académie nationale de pharmacie. Donc, merci à ces 2 présentations. Alors, la remise officielle de la bourse se fera en décembre lors de la séance solennelle de l'Académie de pharmacie qui, tous les ans, se réunit pour cette séance solennelle en décembre. Je ne sais plus si c'est le 12, enfin bon, vous aurez la date, où vous serez conduite à représenter devant toute l'Académie ce projet et puis vous aurez votre chèque qui vous sera remis. Voilà, donc encore merci pour ces 2 présentations et puis je repasse la parole à notre président. Ah oui, la photo. Voilà, on va faire la photo. Voilà. Ah ouais, vous avez les... Et
enfin, pour terminer, le moment tant attendu donc, de la remise des prix Avignon SFPO 2019. Et pour ça, j'appelle les organisateurs, ceux qui ont reçu les résumés, relu les résumés, lu et relu les résumés, etc., sélectionné les posters, les communications. Et donc Christophe Bardin et Diane Braguer. Christophe, je te donne la parole. Donc, voilà, c'est comme on dit, c'est l'exercice final qui est pas simple parce que contrairement à ce qui s'est passé précédemment, je veux dire, là, vous n'êtes pas prévenu à l'avance. Donc, c'est quelque chose où on vous dit, puisque pour la simple et bonne raison que les posters, c'est durant ces 3 jours et les communications orales, c'est jusque ce matin. Donc, ce qui veut dire que jusque ce matin, on était, enfin, bon, en réalité, ça a débuté avant, hein, hier soir, tard, ce matin, tôt, et un petit peu plus tard dans la matinée pour essayer de manière consensuelle, ce qui n'est une fois de plus pas simple, de sélectionner 5 posters, 5 posters qui seront primés en termes de chèques, entre autres, mais c'est surtout une valorisation scientifique, hein, bien évidemment, et puis 3 communications orales qui seront également primées, et ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas eu un mérite, parce qu'il y avait aussi, évidemment, hein, sur l'ensemble des travaux, beaucoup de richesses scientifiques, beaucoup de travail, et une fois de plus, je veux dire, on vous encourage et on vous remercie pour votre enthousiasme et tout ce que vous avez présenté. Alors, également, ne pas oublier, puisqu'effectivement, Diane et moi avons coordonné, reçu, sélectionné, organisé, mais un grand merci à nos collègues reviewers. Alors, j'espère ne pas oublier, il y avait Alain Astier, Jean Vigneron, Michael Daoufar, Benjamin Bertrand et Bertrand Pourroy. Je peux oublier quelqu'un, je crois. Voilà. Qui chacun, parce qu'on essaye quand même d'avoir une méthodologie où on est au moins à minima 2 personnes pour noter le même travail, pour comme ça être le plus objectif possible. Alors, sans plus attendre, ne partez pas, hein, donc maintenant. Alors on commence par les communications orales. Voilà. Dans l'ordre inverse. Enfin, premier, deuxième, troisième. Hein. Oui, troisième, deuxième ordre, oui, parce que c'est... Non, on fait le premier, deuxième, troisième pour le côté pratique. Hein. Ah ouais, non. Pour des raisons, ouais. On rappelle hein, que la règle qui est établie depuis plusieurs années, c'est que les absents ont toujours tort et que les absents non présents, eh bien, ne recevront pas leur prix et ne seront pas officiellement primés. Voilà. Donc il faut qu'il y ait au moins un représentant officiel, co-auteur du travail présent, qui peut effectivement venir. Bien évidemment, c'est la règle. Alors, parmi les communications orales, les 3 primées, la première communication orale... Ah oui, alors, excusez-moi, parce que vous voyez comment ça s'est fait au dernier moment, donc j'ai plusieurs papiers. Oui, non, mais le nom, je sais, mais c'était le titre quand même, je voulais donner. Voilà, exactement. Donc, Charlotte Bérard, qui est ici, voilà. De Marseille, et dont le titre était « Internalisation cellulaire de nanogouttes de perfluorocarbures, vecteur potentiel de principe actif activable par ultrasons ». C'était une communication que vous avez faite hier matin. Alors là, on ne vous demande pas de la refaire, hein, parce que... Je pourrais, hein. Non, on n'a pas le temps. Hein. Voilà, donc, un grand bravo. Je fais une bise tout de suite, ça sera fait. On peut en profiter. Voilà, donc Diane et moi sommes heureux. Attendez, on fera la photo finale après. Merci. Alors, la deuxième, comme ça on laisse le suspense, hein, primé pour 2e prix de communication orale, et Julia Rousseau. De l'hôpital Necker à Paris, et qui a présenté une communication qui était contamination externe des flacons de cytotoxiques. C'est tout frais, c'était tout à l'heure. Hein. Oui. Voilà. Je te le dis après. Voilà.
Et le ou la troisième primée, enfin, ou représentant, on va dire, hein, parce que bon, il se trouve que je sais qu'elle n'est pas là, mais il y a d'autres représentants a priori, est Estelle Beaulu de Lyon. Alors, voilà, je sais qu'elle avait un souci de train, donc voilà, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une représentante et qui a effectué un travail qui s'intitule « Impact clinique des anti-PD-1 en dose fixe en comparaison à la dose calculée à partir du poids corporel chez des patients de faible poids ». Et c'est vous d'ailleurs qui aviez fait cette présentation hier. Donc, eh bien, c'est bien parce que nos 3 primées sont présentes. Ce qui est super. C'est une photo. Voilà. Alors, on passe. Alors, souvent, il y a moins de présents parce que statistiquement, voilà, c'est plus étoffé. Parmi les 182 posters et abstracts, enfin, oui, posters affichés, donc là, c'était beaucoup plus complexe. Alors, on va donner dans l'ordre, hein, premier, deuxième, troisième. Donc, il y a 5, hein, normalement, il y a 5 prix, hein, pour ne pas dire de bêtises. Donc, le premier est de Lyon et s'appelle Vincent Leclerc. Pour poster « Exclusion des patients âgés de la recherche en oncologie, analyse de 20 ans de protocole ». Et c'est un hasard que vous ayez été primé avant, je ne savais pas du tout, hein, donc comme ça, on ne peut pas dire que... Voilà. Ah ben voilà. Non, on essaie de faire une équité des sexes aussi, mais ça, c'est plus comme covariable. Hein. Alors, le ou la deuxième est de Nancy. Et le travail s'intitule « Étude de stabilité physico-chimique de solutions de dactinomycine ». Alors, c'est Eric Nice-Your. J'espère que j'orthographe. Ah, bah c'est bien, il est là. Voilà, un garçon. Je suis désolé, j'ai peut-être mal épelé votre nom. Ah oui, il faudra bien. Ah. Il sera encaissé quand même. Alors, le ou la troisième est du sud-ouest de Toulouse. Je ne sais pas si elle est là. Hein. Il s'appelle Colline Spino. Qu'on applaudit. Et que, c'est super. Voilà. Et pour un poster qui est « La durée de traitement peut-elle constituer un critère de substitution pour la durée de survie sans progression ». C'est bien ça, hein, parce que si je fais des erreurs, vous êtes de ses collègues. Bon, ben voilà, c'est super. Bravo. Donc on passe au quatrième et on remonte un petit peu au nord, dans le nord-ouest, oui. Lannion. Cécile Colland-Dutilleul, risque de contamination des postes de chimiothérapie, comment valider le processus à moindre coût? Et là, ça va être un grand vide, peut-être, à moins que... Et voilà, d'ailleurs... Donc, elle s'est manifestée. On passe. C'est pas le bon.
C'était pas le bon. Bon, elle n'est pas là, donc la règle du jeu, on passe. Alors, on repasse au centre. Gustave Roussy, Marguerite Caudel. Alors, y a-t-il, parce qu'il y avait beaucoup de co-auteurs, étude coût-efficacité des différentes séquences de traitement chez des patients mélanomes, atteints de mélanome, BRAF muté. Non? Pour le 5e, le 5e va être dur à attribuer. Hein. Ça remonte. Ça remonte, enfin non, ça redescend jusque Lyon. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes. Anne-Laure Belcarfa. Y a-t-il un co-auteur? Non? Comment? Médecine alternative. C'est Paris? Non. Attendez, je vais dire le titre, hein, comme ça on va enlever toute ambiguïté. Oui, c'est Paris, j'ai une bêtise, oui, c'est Paris. C'était à force, il y avait beaucoup de Lyon, alors j'étais habitué à... Médecine alternative et complémentaire, mais oui, bien sûr. Quel risque pour les patients atteints de cancer? C'est Saint-Joseph, Paris. Voilà, non, comme ça, il n'y a quand même pas non plus que des Lyonnais, hein, il y a aussi des Parisiens, des Marseillais, des... Voilà. Non, c'est bon, 3, 4, 5. Le dernier. De toute façon, à un moment, on s'est arrêté. Hein. Eh bien, dans l'ordre... Nord-Est, Strasbourg. Quelle prise en charge pour le patient diabétique? Émilie Petitjean ou l'un ou l'une de ses collègues? Voilà, il me reste à clôturer ces journées, donc j'espère qu'elles vous ont intéressé, elles vous ont plu. On a essayé de toujours maintenir un niveau scientifique très important, d'y associer de la convivialité. On aura du mal à trouver un autre site aussi prestigieux que celui-là, mais enfin, on va essayer quand même. Et puis donc, je vous remercie de votre présence, je remercie les industriels, les intervenants. Et puis je vous donne rendez-vous à notre journée de Saint-Louis l'année prochaine. Merci. J'ai cassé la croûte. Ah oui. Ah oui. Un déjeuner nous attend. Hein. Un déjeuner nous attend.